Bon, allez, on va dire qu'on va commencer. Tant pis pour les en retard. Déjà, merci encore, Dani, pour être là. Je vais te présenter et dire voilà de quoi on va parler pendant cette heure-là, qui donc a priori on parlera de tout ce qui est la réaction du gouvernement par rapport à cette crise, tout ce qui est voilà. Comment on peut gérer cette crise au mieux sans ça fait pardon, il y a une bug, sans trop atteindre à notre liberté, même pour les libertariens, sans les atteindre du tout, et donc voir comment tous les détails de cette crise et les crises à venir potentielles, c'est ça qui nous intéresse, parce que a priori ce sera pas la dernière d'après l'histoire. Et voilà. Et je vais donc présenter Daniel, qui est économiste à Aix-en-Provence. Enfin, il a passé son doctorat ici. Et là, je le connais de là, puisqu'on était à peu près dans la même temps de filière. Et donc là, en ce moment, tu t'occupes de tout ce qui est blockchain, tu es consultant blockchain à peu près. Et enfin complètement. Et puis aussi, tu t'es beaucoup intéressé, surtout à cette période de crise, à ce sujet, voilà, du Covid et plus généralement de ce qui touche à la liberté, de ça. Je sais pas si on peut le dire, tu étais pendant ce confinement. Ouais. Voilà, tu es parti juste avant le confinement aux Pays-Bas parce que justement, il n'y avait pas cette restriction. Donc voilà, tu as vraiment mis en application tes idées et tu nous expliqueras tout ça et pas plus tard que maintenant, puisque je vais commencer à te poser des questions. Alors ça va être très général de toute façon. Après, ça va finir en discussion. Tout simplement, je pense, surtout avec le public. Voilà, donc la première question, c'est comment vois-tu la réaction des politiques face à la crise? Tout simplement, voilà, l'imprévoyance, la responsabilité, largement, voilà, déjà pour donner un mot d'introduction. Ok, donc je vais commencer par m'excuser peut-être pour la qualité de mon français parce que c'est pas ma langue natale, donc des fois je vais forcément peut-être chercher des mots ou quel que ça soit, donc je suis désolé pour ça. Alors, moi je pense que en fait je veux pas le cacher que j'étais moi personnellement choqué au début par la réaction de beaucoup des États européens et partout dans le monde, on peut dire, à l'épidémie de Covid-19. Parce que moi je viens d'un pays autoritaire qui est la Russie et du coup moi j'aurais peut-être pu imaginer une réaction comme ça en Russie ou en Chine par exemple, mais quand j'ai vu les gouvernements européens adopter les mesures extrêmes comme le confinement, j'étais vraiment choqué par cette réaction mais je pense que en regardant derrière et en réfléchissant comment les gouvernements historiquement ont réagi aux crises, quel que ce soit, si c'était la Grande Dépression des années 30 ou les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ou la dernière crise financière des 2008-2010. On peut dire que probablement les États sont par leur structure ils sont presque c'est presque nécessaire qu'ils réagissent comme ça aux crises et surtout aux crises qui sont en quelque sorte spectaculaires, aux crises qui sont tellement médiatisées et aux crises qui sont couvertes 24 heures sur 24 par les médias et où il y a des images. Par exemple, on peut se rappeler le 11 septembre 2001 que il y avait les cadres des tours jumelles qui sont tombés et c'est une scène en quelque sorte spectaculaire et c'est quelque chose qui
qui a attiré énormément d'attention et énormément d'attentes que l'État doit faire quelque chose en réponse à ça. Et du coup, à la Covid, bien sûr, on a un analogue. On a un analogue de ça. Genre, quand on regarde tous les jours, on a les nouvelles annonces, combien il y a de nouveaux morts, et on a tous ces reportages des unités de réanimation et tout, les infirmiers qui sont en train de pleurer, dire qu'ils ont jamais vu quelque chose comme ça et qu'ils sont au bout de presque sur le point de leur capacité de gérer. Donc, ça crée bien sûr une situation où tous les yeux sont en quelque sorte fixés sur l'État et sur ce que l'État va faire. Et l'État, malheureusement, est amené à réagir extrêmement parce que l'État, généralement, essaie d'éviter ou au moins créer l'impression d'éviter tous les risques et en général d'éradiquer la douleur en quelque sorte du monde. Donc, on peut dire que voilà, ça a créé une situation où toutes les concentrations étaient sur l'évitation, sur la mitigation de la crise de la Covid et d'une manière peut-être la plus simpliste, on peut dire, parce que voilà, quelle est la réaction la plus basique. On entend le mot épidémie et bien sûr on veut faire quoi? On veut réduire des contacts entre les gens, mais en vrai voilà, c'est pas si simple que ça. Bon, on va peut-être toucher sur les questions de propagation ou les questions voilà, mais en gros je pense que vu au moins la gravité perceptuelle de cette crise, on peut dire que au final c'est pas étonnant que les États aient fait ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Oui, très bien, merci Daniel. Du coup, oui, on va rentrer un peu plus dans les détails et peut-être après susciter des questions du public. On voyait plus en détail, tu avais écrit 2 articles voilà, en mars dernier et en avril, et donc quasiment des débuts du confinement, même avant. Et tu parlais voilà, de l'impossibilité des médecins à choisir les bons traitements. Et en fait, la question sous-jacente, ce point précis, c'est surtout que il y a le problème de l'utilisation du principe de précaution et ce que je disais tout à l'heure, cette sorte d'idéologie, comment dire, hygiéniste et la volonté d'avoir un risque zéro. Et ça motive beaucoup les gouvernements à aller vers ça. Et le public demande un peu ça aussi finalement. Alors, sans se réfléchir sur la question de la liberté, qu'est-ce que tu pourrais en dire de plus Non, mais je pense que c'est exactement ça. Je dirais pas que on peut voir ça presque partout dans le monde que presque tous les gouvernements sont allés vers des mesures extrêmes. Bon, presque peut-être pas partout jusqu'au confiner tout le monde, mais presque partout qu'on a les directions très strictes. Même à Amsterdam, par exemple, ok, on était permis de sortir de la maison sans attestation, quel que ce soit, mais par contre, même là-bas, si on était par exemple plus que 3, on était obligé de garder strictement la distance d'1,5 mètre, etc. Donc, c'était pas... Donc, peut-être, il y a des pays, ouais, comme la Suède ou comme le Japon, mais même là-bas, quand même, il y avait des mesures, bon, pas aussi strictes que ça, mais je pense que oui, je pense que le principe de précaution, même si pas tout le monde agit à la base d'une définition claire dans leur tête, mais en quelque sorte, c'est cette idée qu'ils ont dans la tête, même si ils l'expriment pas. Donc l'idée est que si on peut imaginer un scénario catastrophique avec un dommage, bon, pas infini, mais un dommage énorme qui
qu'on ne peut pas accepter par définition. On doit, si on a des raisons de penser que il y a une certaine probabilité de ce scénario, qu'on doit tout faire pour éviter ce scénario. Et je pense que c'est ça qui a en quelque sorte amené à la réaction qu'on a vue à la COVID-19. Ouais. Oui, et donc du coup, la question aussi que tout le monde se pose, je dirais, c'est le confinement. Oui, mais est-ce que, non, justement, non. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Et est-ce que dans une société libre, c'est possible de faire une telle démarche, même volontaire? Et si ce n'est non, enfin voilà, la question du confinement pour toi, qui a un point de vue depuis le début assez très différent de tout le monde finalement, puisque tout le monde est parti dans je dirais, même moi, je dis tiens, oui, il faut faire ça, j'écoute les médecins. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses politiquement souhaitables, voilà? Comment la société vraiment libre pourrait réagir aux épidémies comme ça, c'est encore une autre question un peu compliquée. Je pense que en vrai, tout ça dépend aussi des questions empiriques. Je voudrais dire que, bien sûr, on peut pas dire justement que dans une société libre, on devrait juste ignorer la propagation d'une maladie infectieuse comme ça, juste ignorer et rien faire, parce que l'éthique libertarienne pour moi, elle parle pas juste de la violence, de l'utilisation de la force physique, genre directe, ou genre comment dire, genre pas juste, on parle pas juste de la violence physique comme les meurtres ou comme les vols et quelque chose comme ça, mais aussi quand on crée un impact physique sur quelqu'un d'autre parce qu'on est contagieux, ça peut compter aussi comme non-agression, en quelque sorte comme une agression. Par contre, il y a aussi dans le libertarianisme, pour moi, c'est deux autres principes qui sont importants. On ne peut pas utiliser la force contre ceux juste contre ceux qui pourraient être dangereux en théorie. Donc, on peut pas faire ça. Par exemple, quelqu'un m'a mal regardé, donc je peux pas utiliser la force contre lui parce que, en théorie, peut-être le fait qu'il m'a mal regardé, ça veut dire qu'il va m'attaquer. On peut pas faire quelque chose comme ça. Dans l'éthique libertarienne, on peut utiliser la force, soit si on est attaqué vraiment ou quelqu'un d'autre est attaqué, soit si l'attaque est vraiment imminente. Mais on peut pas dire que on peut forcer tout le monde de rester à la maison parce qu'en théorie, peut-être, eux, ils pourraient être contagieux. Donc, ça va trop loin. Et en plus, un principe lié, c'est le principe de proportionnalité. Donc, on peut se défendre contre quelqu'un ou défendre quelqu'un d'autre contre un agresseur, mais d'une façon proportionnelle à la menace qui est créée. Et du coup, c'est là où les questions du vrai taux de mortalité de la COVID-19, du nombre de personnes qui sont vraiment susceptibles aux formes sévères de la maladie, etc. C'est là où ces questions soulèvent. Je pense que, personnellement, je pense que la mortalité de ce virus a été exagérée parce que, en fait, dans la population générale, il y a que certains groupes, catégories de la population qui sont menacés et du coup, la réponse doit être axée sur la protection de ces gens et aussi sur l'autoprotection de ces gens. Parce que je pense que, OK, dans les maisons de retraite, par exemple, qui étaient peut-être les plus touchées par la crise dans tous les pays, on voit de plus en plus que même aux États-Unis, on s'approche à 50% de la population des 50% des morts qui proviennent des maisons de retraite. En Suède, par exemple, c'est en dessous de
70, apparemment. Et il y a des endroits comme 70%. Et au Canada, je crois que c'est au-dessus de 80. Donc, dans les maisons de retraite, il y a des gens qui, par exemple, qui ont l'Alzheimer et quelque chose comme ça, qui sont pas capables de, par exemple, où ils sont en quelque sorte confinés dans les maisons de retraite, où ils ne peuvent pas sortir. Donc là, on peut pas exactement parler de leur capacité de minimiser leurs risques. Mais par contre, dans la population générale, on peut dire que si quelqu'un a, par exemple, 75 ans, ça doit être aussi à lui ou à elle de décider sur les risques qu'il ou elle est prêt de prendre. Donc, moi, je dirais pas aussi non plus qu'il faut juste confiner les vieux et voilà, il faut leur laisser la possibilité de choisir leur risque parce qu'ils veulent aussi vivre, ils veulent pas juste survivre, quoi. Donc, justement, merci. Du coup, je voulais justement rebondir là-dessus ou même développer par rapport au risque. Est-ce que il y a le Breton qui pose une question, parce que là c'est tout à fait là-dedans, de dire oui, mais dans une société libre, il y aurait des assurances qui prendraient en compte ces pertes financières et ces décès. Voilà, on voudrait savoir une question plus par là. Oui, mais les assurances peuvent en quelque sorte, ouais, l'assurance, ça paye aux survivants, par exemple aux enfants d'un parent qui est mort à cause de la Covid, mais la question reste, par exemple, est-ce que dans une société complètement libre, c'est sûr que, par exemple, on peut imaginer une situation extrême, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il est malade, qu'il est malade avec la Covid et il va et il s'approche très près d'une personne âgée, par exemple fragile, et il commence à parler fort dans la gueule de cette personne. Bien sûr, là, on pourrait dire qu'on a un cas d'agression claire et que la personne pourrait se défendre, même s'il n'y a pas de violence physique dans le sens classique. Donc, on peut dire que quand même, c'est pertinent, mais on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à là parce que les mesures qui ont été prises, ça va bien au-delà de toutes les mesures raisonnables qu'on pourrait envisager pour une société libre. Donc, mais voilà. Merci, Denis. Alors, c'est vrai qu'il y a une question c'est intéressant, là, c'est pour ça que je vais intervenir tout de suite, c'est que on voulait savoir un peu ta personnalité et pourquoi je me mets très bien à la place des gens. Pourquoi toi, en tant qu'économiste, tu parlais de ce sujet-là, en tant que libertarien, et donc oui, je voulais savoir aussi qu'est-ce que tu faisais précisément dans la blockchain. Mais oui, mais alors Dany, si je l'ai invité aujourd'hui, c'est que en tant qu'économiste, spécialiste autrichien, je connais sa discipline, mais en réalité, tu t'intéresses à énormément de sujets et tu as eu un certain succès, notamment sur Twitter, par rapport à toutes tes recherches sur le Covid et la pandémie en général, et notamment 2 articles sur Contrepoint, bien documentés et intéressants philosophiquement. Donc voilà, oui, t'es une personnalité qui s'intéresse à beaucoup de choses et en particulier à ce thème d'actualité. Voilà, je voulais rappeler ça à nos auditeurs et téléspectateurs, si je veux dire. Et donc, il y avait Victor qui demandait, Perrault, par rapport à qu'est-ce que le fait des mesures le fait que les mesures de tous les États soient similaires ne viennent pas du fait que l'OMS ait émis une recommandation et une procédure. Alors, a priori, la question c'est est-ce que en fait l'OMS a tout pouvoir sur les États, disons intellectuel au moins. Je dirais oui et non, dans le sens que l'OMS est bien coupable dans cette crise. Premièrement parce que, par exemple, c'est leur estimation de taux de mortalité, par exemple, qu'ils ont annoncé. Au début, ils ont annoncé, mais ils n'ont pas dit que c'est la première mortalité, mais ils ont calculé
bon, il y a des notions de taux de mortalité, ça s'appelle case fatality rate en anglais, mais je sais pas comment on dit ça exactement en français, mais c'est le taux de mortalité parmi les cas confirmés. Et en début mars, je crois, l'OMS a dit que ce taux de mortalité était 3,4%. À la base des données, plutôt, à cette époque-là, plutôt à la base des données chinoises. Donc, voilà, donc c'était peut-être pas très, comment dire, pas très prudent de leur part, mais je pense que les organisations, c'est vrai que les organisations comme l'OMS, ils sont peut-être, ils ont des a priori pour plutôt de maintenir l'état d'alarme par rapport à la maladie que pour essayer d'un peu calmer les choses. Mais je dirais par contre que l'OMS a jamais directement incité les États à adopter les mesures les plus strictes. Donc l'OMS a jamais dit qu'il faut confiner les populations. C'est après peut-être quand les États, certains pays ont commencé à déconfiner rapidement, que l'OMS a dit ouais, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Mais je pense pas que l'OMS était derrière vraiment les mesures les plus extrêmes. Et même à un moment, ils ont dit que, en vrai, parce que le virus c'est très probable que le virus va pas disparaître. Du coup, peut-être l'approche suédoise est plus facile à maintenir que l'approche des réactions totales contre le virus. Donc je dirais oui, et en plus bien sûr l'OMS a initialement un peu trop pas soutenu mais un peu trop facilité la rhétorique de la Chine quand la Chine a, au début quand les autorités chinoises ont nié le fait des propagations entre les humains et ont sous-estimé l'échelle de leur épidémie à Wuhan et tout ça. Donc, bien sûr, mais je dirais pas en vrai que l'OMS soit le premier coupable dans cette situation. Et bien sûr, peut-être ce serait le mieux, mais je pense que la panique serait là parce que en vrai, pour moi, la vraie panique dans le monde a commencé avec ce qui s'est passé en Lombardie. Et ça, c'est pas l'OMS. Voilà. C'est vrai que Lombardie, c'est comme New York ou comme Madrid. Peut-être ce sont des cas je sais pas, en anglais, on peut dire perfect storm. Je sais pas quelle est une bonne expression en français. Une coïncidence parfaite des facteurs qui amènent à des taux sévères, des taux extrêmes de la maladie sévère et des mortalités. Et il y a plusieurs facteurs et encore, il faut étudier la Lombardie et New York, par exemple, pour comprendre exactement pourquoi, par exemple, à New York, le taux de mortalité est énormément plus élevé qu'en Floride, même si en Floride, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes âgées et même des personnes aux maisons de retraite, par exemple. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, la pollution, la politique par rapport aux maisons de retraite, parce que à New York et à Lombardie, les autorités ont tout fait pour que les maisons de retraite prennent les malades avec le coronavirus qui étaient pas sur le point de mourir, mais qu'ils voulaient pas garder aux hôpitaux pour libérer les places pour les autres malades. Et du coup, ils ont envoyé les patients atteints de coronavirus aux maisons de retraite. Et bon, on peut pas imaginer une pire solution que ça pour augmenter la mortalité, quoi, parce que les maisons de retraite, c'est vraiment c'est là où les gens sont le plus sous le risque, quoi. Pas juste parce qu'ils sont fragiles, mais bien sûr parce que à cause de ça, mais aussi parce que beaucoup de gens fragiles sont dans le même espace essentiellement, et donc
ont créé des énormes concentrations de doses virales et tout ça. Donc, du coup, voilà, c'était une très mauvaise politique à Lombardie, et probablement aussi à Royaume-Uni. Donc, voilà. Mais c'est pas le seul facteur, peut-être aussi les taux de pollution aérienne. En Italie, c'est plus l'âge moyen de la population. À New York, c'est peut-être aussi le taux d'obésité et peut-être le métro. Oui. En plus, pas juste le métro, mais le fait comment il a été géré, parce que quand la crise a commencé, du coup, ils ont réduit le nombre de trains qui circulaient et du coup, ils ont fait que les gens qui circulaient en métro, du coup, étaient dans des trains qui étaient complètement, complètement blindés. Donc, on peut imaginer la conséquence potentielle, mais le rôle de métro, c'est pas clair parce qu'il y a des villes aux pays asiatiques qui ont aussi des réseaux de métro très utilisés, par exemple, notamment Séoul. Voici les principaux résultats. Séoul ou Tokyo, par exemple, mais dans ces villes-là, on ne voit pas d'énorme mortalité ou quelque que ce soit, donc c'est compliqué. En tout cas, l'épidémie comme la COVID-19, c'est un phénomène très complexe et voilà, donc c'est pas si facile à expliquer pourquoi, par exemple, à New York, il y a un énorme taux de mortalité, à Tokyo, il n'y en a pas. Voilà, ça sera encore aux chercheurs à éliminer s'ils arrivent à faire ça. Mais la COVID, c'est pas une seule maladie qui créait on peut dire des concentrations de mortalité comme ça. Même la grippe saisonnière, par exemple, l'année, je crois, 57, si je ne me trompe pas, c'était de la grippe saisonnière, mais par contre, en Angleterre, il y avait des endroits, par exemple, comme Liverpool, où le taux de mortalité a dépassé l'épidémie de la grippe espagnole. Du coup, des fois, il peut y avoir une coïncidence des facteurs, on ne sait pas pourquoi, bon. Mais certains endroits peuvent vraiment avoir de la mortalité surmesurée, quoi. Ouais. C'est juste une remarque, c'est marrant, tu es peut-être la seule que j'entends dire la Covid, comme l'Académie française recommande, alors qu'en réalité, dans les faits, personne ne le dit. C'est pas pour subir l'Académie française. Je sais pas. Ouais, c'est juste ça rentrait dans ma tête. Bon, moi, c'est original. Oui, alors justement, on parlait de la gestion des États, de cette crise, des États les pires, avec le deuxième. Mais la question que nous se poser, va être plus optimiste. Comment les États les plus libéraux du monde ont géré ça, et est-ce que c'était une réussite? Voilà, on parle spécialement de Liechtenstein, de la Suisse, du Canada, mais voilà, il peut y avoir Hong Kong, d'autres choses. Ouais, en fait, je dirais par contre pas que le Canada, c'est l'État le plus libre du monde, mais par contre la Suisse, je pense que dans certaines questions, ils sont pas si libérés que ça, et ça se fait montrer. Bon, la Suisse a jamais introduit un confinement généralisé, mais par contre, il y avait des restrictions, je crois, assez strictes sur les rassemblements, sur le nombre de gens. Peut-être aussi les bars étaient fermés, des trucs comme ça. Je pense que peut-être ça dépend canton par canton, mais il y a des cantons, c'est vrai, qui étaient très frappés. Par exemple, il y a un canton qui s'appelle Ticino. C'est essentiellement une partie de Lombardie, en quelque sorte, parce que c'est un canton qui est sur la frontière lombardienne. Et du coup, il y a aussi le phénomène des travailleurs frontaliers italiens qui chaque jour vont travailler en Suisse et retournent en Lombardie le soir. Et ça, bien sûr, ça fait que à Ticino, il y a eu un taux élevé des mortalités et tout ça. Du coup, voilà, Suisse a été un peu frustrante dans le sens d'une réaction libérale au coronavirus. Par contre, pour moi, je pense que les pays qui ont le mieux réagi, ce sont la Corée du Sud et le Thaïlande. Eux, ils ont
surtout le Corée du Sud, parce que les deux peut-être parce que le Corée du Sud a eu un événement, on peut dire, de super propagation qui est sans précédent, parce qu'en fait, ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est que ils avaient une sorte d'église évangélique, un peu en forme un peu de secte, un peu, parce qu'avec un peu, comment dire, un peu très caché, très axé sur le leader, donc un peu un secte. Et dans cette église, il y a à peu près 200 000 membres. Et il y avait deux rassemblements où il y avait des milliers de gens qui étaient très assis, très près l'un de l'autre. Et il y avait une femme atteinte de coronavirus. Et du coup, ça a créé une explosion, ça a créé des milliers de cas parmi les membres de cette secte. Et ce qui a fait le gouvernement coréen, ils ont trouvé et testé tous les membres de cette église. Et ça leur a permis essentiellement de couper très vite l'explosion de l'épidémie. Voilà. Et là, on peut discuter si dans une société libérale, le quarantaine des gens qui sont confirmés comme contagieux, est-ce que ça serait permis ou pas? Ça, c'est une question compliquée, mais on n'est pas peut-être obligé de la poser parce que par rapport au confinement, au moins, ou même aux restrictions généralisées sur les activités économiques ou sur certaines activités, je pense que quarantainer temporairement les gens qui sont vraiment contagieux, c'est pas la pire mesure possible. On peut dire qu'on pourrait accepter ça si le prix et si pour éviter les restrictions qui sont beaucoup bien pires que ça. Mais après, on ne sait pas parce que par exemple, il y a le Japon aussi qui a presque rien fait. Bon, ils ont quand même tracé certains grands clusters d'infection aussi et essayé d'isoler les gens qui étaient infectés, mais à l'échelle beaucoup moins importante que le Japon, on peut dire. Et le Japon, par contre, a un taux de mortalité bien moins élevé, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des hypothèses qu'au Japon, peut-être, c'est un peu comme l'Allemagne. L'Allemagne, il compte tous les morts du Covid. Bon, je ne vais pas subir à l'Académie française. Parce que c'est évident. Tous les morts du Covid. Mais voilà, en Allemagne aussi, si on regarde, parce qu'il y a des façons différentes d'essayer d'estimer le nombre de morts. On peut regarder juste sur les morts confirmés, la Covid, mais on peut aussi regarder sur la mortalité excessive. On peut regarder, par exemple, le taux moyen de mortalité, par exemple, sur plusieurs années précédentes, et on peut regarder les tendances pour l'année 2020. Et on peut voir que, par exemple, en Allemagne, on ne voit presque pas les morts excessifs, mais peut-être parce que le confinement peut être réduit, par exemple. En Allemagne, il n'y avait pas de confinement comme en France, dans le sens que les gens n'étaient pas forcés. Bon, dans la plupart d'Allemagne, les gens pouvaient sortir de la maison, au moins. Oui. Mais bien sûr que le confinement, par exemple, au moins dans certains pays, par exemple, empêche les gens de conduire la voiture. Du coup, ça réduit peut-être le taux de mortalité dans les accidents. Mais il y a aussi des raisons de penser que l'Allemagne, pour je sais pas quelle raison, peut-être parce que aussi ils ont fait beaucoup de dépistage très tôt. Donc, ils ont coupé peut-être les chaînes de transmission très tôt. Et peut-être la transmission en Allemagne est pas allé jusqu'à autant toucher les catégories des populations les plus vulnérables. Donc, ils ont empêché la propagation à la même échelle ou aux maisons de retraite ou chez les gens qui sont très âgés ou très fragiles. Et aussi, peut-être, on ne sait pas, mais dans plusieurs pays, il y a des raisons de penser qu'il y avait de la superpropagation dans les hôpitaux. Bon, il y a des preuves directes dans certaines régions de Lombardie, par exemple. Et peut-être en Allemagne, parce que le système hospitalier est mieux géré et généralement, il y a plus de lits aux hôpitaux qui sont disponibles. Du coup, peut-être
en Allemagne, ils ont évité ça, et en Italie ou en Angleterre ou même à New York, certaines parties de New York, peut-être ils avaient. Au début, le virus s'est transmis déjà aux gens qui étaient déjà hospitalisés, aux gens fragiles qui étaient déjà hospitalisés, et surtout dans le service de réanimation et tout. Et du coup, voilà, ça a créé une explosion. Ma théorie, en vrai, comment ça se passe la Covid, c'est que ça propage au début d'une manière si lente dans la population, et parce que la plupart des contacts dans la société sont quand même entre les gens qui sont plus jeunes, parce que les gens plus âgés, ils ont moins de contacts en général que les jeunes, et moins de possibilités, et surtout, bon, on peut discuter comment ça se propage, mais probablement plutôt dans les espaces confinés. Et comme je sais pas, il y a beaucoup d'exemples, par exemple les églises, mais aussi les boîtes de nuit, trucs comme ça, les espaces qui sont plutôt peu ventilés et trucs comme ça. Mais généralement, les gens plus âgés, ils vont moins souvent, on peut dire. Mais par contre, à un moment quand même, l'épidémie arrive chez les gens qui sont plus fragiles, et du coup, ils se font hospitaliser. Et là, dans un pays comme l'Italie par exemple, on ne sait pas encore que le virus circule dans la société en général. Donc, on les hospitalise au milieu avec les autres patients, surtout dans les services d'urgence ou les services de réanimation. Voilà, et du coup, ça permet au virus à se transmettre très vite aux gens qui sont déjà très fragilisés. Et peut-être parmi ces gens, il y a aussi de temps en temps des patients, des résidents des maisons de retraite, et c'est comme ça que ça crée. Même si peut-être aussi en Suède, par exemple, la Suède, apparemment, c'est un cas où vraiment la gestion des maisons de retraite par rapport à au Covid-19, c'était catastrophique, par exemple. Bon, eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Donc, il ne faut pas aussi prendre la Suède comme le modèle parfait de la gestion de la crise, parce que sur les maisons de retraite, ce n'est pas du tout le cas. Mais merci pour toutes ces explications passionnantes, Daniel. Et alors là, on va essayer de se reconcentrer pour peut-être deux choses d'avenir. Le traçage numérique qu'ils sont en train de mettre en place, voilà, surtout en Angleterre. Mon petit frère il pose la question, voilà, comment on fait nous en tant que libéraux si on ne veut pas subir ce confinement et non pas être tracé sur son téléphone, et comment on peut essayer de lutter contre voilà, cette pensée où tous les États européens disent tiens, c'est pas mal de faire un truc, l'État français essaye d'en sortir un. Et ensuite, deuxième question, et après on n'aura plus beaucoup de temps, surtout l'avenir économique. Je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent être intéressées par ça, en particulier l'Europe. Voilà, comment ça pourrait redémarrer ou comment ça pourrait aller mal. Ok. Donc sur le traçage, je pense que ça c'est un cas où on devra peut-être choisir entre le deux mots quel est le pire, malheureusement. Donc dans le sens, si la mise en place des outils comme ça permet d'abandonner complètement l'idée des confinements ou des restrictions extrêmes des activités, je pense que voilà, on voudrait bien qu'il était complètement que l'État se mette dans la gestion des épidémies, mais voilà, la réalité politique, malheureusement, est que la plupart des gens, l'État, c'est une sorte de, bon, je sais pas, c'est trop académique, mais l'État, c'est une sorte de point de Schelling. C'est une sorte de, bon, c'est un économiste qui est déjà mort, Jean Schelling, qui a eu cette idée qui est appelé maintenant en son honneur point de Schelling, mais ça veut dire que, en gros, c'est, par exemple, pour expliquer facilement, par exemple, imaginez que vous êtes venu avec quelqu'un au supermarché, mais vous êtes perdu. Et vous essayez tous les deux d'imaginer où serait l'endroit le plus probable où on pourrait se retrouver. Donc, ça,
si vous trouvez un sort d'endroit et vous vous retrouvez tous les deux là-bas, c'est le point d'échelon. Et du coup, dans le sens de l'État, c'est un sort de point d'échelon. C'est-à-dire, dans la société, il y a quelque chose qui est indésirable qui se passe, par exemple la COVID-19, et presque automatiquement, les yeux de tout le monde, dans tous les pays, sauf peut-être les pays comme Hong Kong où le gouvernement est complètement délégitimisé, les yeux de tout le monde se tournent vers l'État, vers le président actuel, vers n'importe qui. Les yeux tournent vers là-bas et tout le monde s'attend qu'est-ce qu'ils vont dire, du coup, comment ça va aller. Du coup, malheureusement, pour le temps à venir, s'il y a une crise comme le Covid-19 qui s'éclate, les yeux de tout le monde seront tournés vers l'État, malheureusement. Donc, à mon avis, mieux accepter les applications de traçage qui en tout cas, je pense que on ne doit pas être trop concerné parce que bizarrement pour moi, les gens, même pas libertariens, sont dans leur tête beaucoup plus inquiétés par ça que par le confinement même. Et pour moi, c'est un peu bizarre parce que justement, ils ont parlé que Édouard Philippe a créé et a parlé il y a une heure du stop Covid, enfin le ciel, voilà, enfin je crois. Ah ouais, je comprends. Ouais, je vais pas regarder ses propos, mais je veux dire que voilà, moi ça me surprend un peu honnêtement parce que ok, il y a une application qui pourra tracer le mouvement, mais en gros, je vois pas les raisons pour. En Chine, j'aurais peur, et en Chine, on voit déjà que ça sera abusé, mais en Chine, pas besoin de ça. On a vu pendant le confinement, en Chine, il y a un système profond de contrôle total de la société qui vient d'un niveau très bas, des niveaux même des communautés locales, et que ça soit. Donc, en Chine, c'est juste, ils veulent utiliser les technologies modernes encore plus, mais ils ont tous les outils déjà pour contrôler la société. Mais dans les sociétés occidentales, je pense pas qu'il y ait des trucs comme ça soit la première menace en vrai. Et deuxième question du coup sur les perspectives économiques. Pour moi, d'abord, tout va dépendre des deux choses, de la vitesse de reconfinement, pas juste des trucs les plus visibles, mais aussi combien d'obstacles seront créés pour les business, par exemple. Est-ce que les business seront vraiment comment dire est-ce qu'ils vont se trouver avec énormément de restrictions, par exemple les restaurants, les restrictions de la distance entre les tables, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis allé au Bricorama et j'étais un peu choqué par tous les trucs qui sont déjà à suivre, ou je sais pas, peut-être c'est leur initiative parce qu'ils ont peur que s'il y a un cas qui se produit dans leur magasin, que ça sera une catastrophe, mais il fallait mettre un masque, il fallait mettre le gel hydroalcoolique et aussi il fallait obligatoirement avoir une corbeille, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ouais, et il y avait les lignes qu'il faut suivre exactement et c'était. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de clients dans le magasin. Si, mais ça créait quand même des petites rigidités, mais chaque de ces rigidités eux-mêmes, on peut dire bon, c'est pas si important que ça, mais moi j'ai peur que si on rajoute tous ces petits détails qui sont imposés vraiment maintenant ou auto-imposés par les business, qui ça crée quand même des coûts de transaction qui sont très élevés et qui sont artificiels. Et moi j'espère que tout ça va disparaître si pendant 2-3 semaines il y aura plus au moins jusqu'à octobre-novembre. Là on va voir si il y aura la réintroduction du virus avec les conditions météorologiques qui sont plus favorables pour la transmission. Mais voilà, si dans 2-3 semaines, l'économie est vraiment permise à reprendre presque librement, je pense que le dommage pourrait être limité. Par contre, si on continue encore des mois avec les restrictions, là, ça peut être dangereux, surtout parce que voilà, aussi on a bien subventionné le chômage artificiellement des millions de gens et
Et aussi, la réaction a fait flipper, et toutes les réactions des médias, mais aussi la réaction du gouvernement a fait flipper beaucoup de gens, et même parmi les gens que je connais, il y en a certains qui portent même le masque, par exemple, à l'extérieur. Je pourrais comprendre la porte des masques, par exemple, je sais pas, dans un cinéma où il y a peut-être la ventilation n'est pas parfaite, on passe beaucoup de temps à l'intérieur, voilà. Mais vachement porter un masque à l'extérieur, là, c'est vraiment, je sais pas, pour moi, il n'y a aucune justification pour ça, hein. C'est juste se faire respirer avec plus de difficulté, mais voilà. Et oui, et donc, j'en perds mon latin. Donc, il y a une question que je soulignais par rapport à ça, sauf si après vous avez des questions, mais là, il reste plus que quelques minutes. Et donc, parce que il y a le risque aussi comment on appelle ça, la banque centrale augmente, fasse la planche à billets, et donc éventuellement ça pourrait, si toi tu connais quand même le secteur, avantager les crypto-monnaies, et aussi ça pourrait mettre encore plus par terre l'économie, cette façon de faire. Voilà, si tu veux. Oui, bien sûr, il y a une grande menace de l'inflation, et peut-être en quelque sorte on peut déjà la voir parce que l'inflation peut être, pour un moment, elle peut être cachée. Parce que par exemple, les magasins peuvent se dire que on ne veut pas faire les clients payer directement un prix plus élevé parce que psychologiquement, c'est pas bien de faire ça, un truc comme ça. Du coup, ce qu'ils peuvent faire plutôt, c'est de diminuer un peu la qualité ou les coûts de production et la qualité du coup de certains produits. Comme ça, moi, j'ai remarqué, je vais l'admettre, je suis un gros accro au Coca Zéro. Bon, mais parce que je consomme c'est pas un pub, c'est pas une pub, c'est pas un poisson des pubs. Mais du coup, j'achète au casino plutôt souvent la version moins chère, même si elle est moins bonne, mais j'ai remarqué que la qualité des bouchons sur les bouteilles des Coca Casino a un peu dégradé. Et je sais pas si c'est juste par hasard ou c'est lié à ça. Donc du coup, c'est vrai que l'inflation, c'est une grande menace, mais après, je pense qu'il y a une menace des créations futures de beaucoup de billets, mais si l'économie reprend très vite, par exemple, les banques centrales peut-être vont pas aller jusqu'au bout, donc ils ont annoncé des mesures qui sont assez inflationnistes, mais j'espère que si les banques centrales voient que les économies reprennent, je pense que ça aussi pourrait être peut-être limité, même si, déjà, ce qui a déjà été créé. Et aussi, je pense, on aurait aussi peut-être une autre grande question dans le futur, parce que ce qu'on a fait essentiellement pendant la crise des Covid, c'est une expérience inédite des revenus basiques et un revenu universel basique, en quelque sorte, parce que presque tout le monde qui a perdu son travail ou qui a été mis en chômage partiel a été essentiellement a reçu les bénéfices. Donc c'est presque dans les revenus universels. Après, c'est une petite période. Mais ça a créé du coup cette expérience qui pourrait pousser vers cette politique. Et là, il y aura la question, est-ce que les revenus universels, c'est meilleur que tous les autres bénéfices d'État en total, ou est-ce que c'est encore pire? Et voilà, moi, je pense que les revenus universels, c'est pire que l'État-providence qui existe, mais c'est tout un autre sujet de discussion. Ça, on peut encore faire un live complet. Il y aura beaucoup de conséquences intéressantes économiques qui vont même au-delà de la réaction d'État. Par exemple, le taux de travail à distance, par exemple, de télétravail, par exemple, est-ce que ça va augmenter dans le futur ou pas, par exemple? Ça, c'est plutôt positif, non? L'automatisation, oui. Probablement oui. L'automatisation, par exemple. Mais on doit aussi comprendre que tout ça, c'est bien si le marché du travail, par exemple, n'est pas rigide, mais
dans les pays où le marché du travail est assez rigide, l'automatisation peut aussi créer pas de conséquences négatives directes, mais la pression pour encore plus d'aide sociale et beaucoup d'autres pressions comme ça qui peuvent créer des interventions encore très, très indésirables. Voilà. Oui. Mais du coup, tu n'es pas si pessimiste dans ton discours. Je trouve que c'est pas ça. Il y en a qui parlent que c'est pire que 2008. Voilà. Toi, j'ai l'impression que c'est, même s'il y a des conséquences forcément, ce sera pas entre guillemets la fin du monde. Tant mieux. Mais il y a juste je retourne toujours qui une précision qui parle de l'inflation. On la voit bien dans le prix des actifs financiers. Regarde le rebond du CAC 40 et sans parler du Nasdaq. Qu'est-ce que tu penses de... Oui, je pense que bien sûr, mais là on la voyait même avant, on voyait ça même avant avant le truc des Covid. Bien sûr, pendant des années, il y avait la politique des quantitative easing, je sais pas comment traduire ça. Voilà. La politique de la Banque centrale, voilà, qui ont donné aux banques plus de facilité de financement parce qu'ils ont racheté les obligations de l'État et des fois même d'autres titres financiers si on parle des États-Unis. Donc voilà, là on voit ça, mais par contre je pense que cette inflation est, à mon avis, si ça reste limité au marché des actions, au marché des actifs, c'est mieux que si ça se propage à l'économie entière. Mais reste à voir. Après, à ce moment, c'est très difficile de prédire ce qui peut se passer parce qu'il y a tellement des facteurs. Mais tu as raison de dire, Guillaume, que je suis plutôt, je suis pas hyper optimiste, mais je pense quand même que, en plus, aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a de plus en plus d'autorités qui reconnaissent que, au moins, le confinement, c'était une erreur. Par exemple, aujourd'hui, le ministre de Santé, ou je sais pas si ministre de Santé, ou les responsables de gestion d'épidémie en Norvège, a dit que le confinement, que le pays aurait pu gérer la crise de Covid sans confinement. Et aussi, on a trouvé qu'en Danemark, apparemment, la première ministre, elle a dit que toutes les autorités de santé étaient d'accord avec le confinement, mais en vrai, on a trouvé que non. Et je pense que ça sera encore une question intéressante, à quel point les gouvernements ont utilisé les scientifiques, même si on peut dire que certains scientifiques, comme par exemple Ferguson, par exemple, aux États-Unis, à Royaume-Uni, ont été très alarmistes, mais les États ont utilisé leur alarme, leur modèle, leur propos pour aller encore plus loin, encore bien au-delà de ce qu'ils ont proposé, parce que même Ferguson, par exemple, dans le fameux papier qui a fait peur à tout le monde, je crois qu'il est sorti le 16 mars. Il n'a pas proposé de confiner tout le monde, il a proposé des. Et ça, tu penses que c'est les États parce que c'est une facilité de gestion? Voilà, les États voulaient déjà introduire des mesures très, très fortes. Ils ont, du coup, je pense, ils ont pris ça comme un bon prétexte pour y aller. Donc, voilà. Donc, je pense qu'au final, bon, je sais pas, les États font leur truc, mais je pense que la légitimisation, ça joue un rôle. Parce que peut-être sans ce rapport, au moins l'Angleterre et les États-Unis. Bon, après, les États-Unis, au niveau national, n'ont jamais adopté le confinement. Ils ont laissé à chaque État gérer le truc. Mais je pense que peut-être sans ce papier de Ferguson, peut-être on aurait eu moins de confinements. Ouais, ou une réticence particulière de la population. Ouais, voilà. Mais c'est pas ce papier qui a créé cette idée, parce que l'Italie a confiné sa population bien avant la sortie de ce papier. Donc, du coup, c'est compliqué à dire. Mais sûrement, si j'étais
un épidémiologue comme Ferguson, je me poserais la question, merde, voilà, je vois qu'il y a les pays qui sont sans confinement ont quand même réussi à gérer l'épidémie. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Voilà, je me poserais cette question. Ouais, alors c'est les dernières questions parce que là, on va commencer à dépasser. Vous parlez beaucoup d'économie. En même temps, c'est en train de parler d'Anil. Alors, je sais pas où il y a Éloi qui parle vois-tu en cette crise la mort d'un phénomène de destruction créative en quelques instants, en quelques secondes. Il y a beaucoup de penseurs qui pensent que les moments de crise créent davantage d'innovation et de destruction créatrice. Moi, je pense que c'est moins le cas, par exemple. C'est vrai que dans les années 30, par exemple, il y avait beaucoup d'innovation, même si c'était des années de crise. Je pense que ça serait passé sans crise, quoi. Ouais, la crise, à mon avis, quand même, au final, la crise favorise pas l'innovation. Parce que par exemple, si vous êtes une compagnie et vous êtes obligé de réduire vos coûts, vous allez peut-être pas commencer par les départements qui sont responsables des innovations, mais ça peut arriver que vous serez obligé de réduire les dépenses sur l'innovation parce que vous devez absolument vous adapter aux conditions actuelles, maintenir la production, et l'innovation, c'est pas la priorité dans ce genre de situation. Donc, je pense, au final, ça peut accélérer l'innovation dans certaines. Par exemple, c'est sûr que, par exemple, dans le domaine des vidéoconférences, ça va probablement accélérer l'innovation générale, en fait. Je pense pas que le domaine des visioconférences soit l'industrie, l'aspect le plus important de la société. Merci. Et alors, encore une dernière question. Et après ça, on va conclure. Alors, vous ne pensez pas que la croissance économique sera réduite à long terme? Normalement, les taux d'intérêt trop bas maintiennent les entreprises non productives en vie, empêchent la destruction créative. Bon, c'est un peu la même question. Oui, je pense que malheureusement, peut-être une des conséquences de ce qui s'est passé, ça sera le ralentissement des croissances. Et encore, je pense que les dangers pour l'économie viennent aussi de l'accélération des conflits entre les États-Unis et la Chine, par exemple, parce que Trump va sûrement, par exemple, utiliser cette situation où la Chine s'est très mal comportée par rapport à la COVID-19 et en quelque sorte a mis le monde entier en danger. Il va utiliser sûrement ça, et plusieurs autres politiciens vont utiliser ça pour réduire entre guillemets la dépendance économique de la Chine. Et du point de vue libre marché, c'est pas une bonne idée, même si on peut reconnaître que bien sûr l'économie chinoise c'est pas le marché libre, parce que souvent les entreprises chinoises sont moitié privées, moitié ils font, par exemple, Huawei. C'est sûr que Huawei c'est un truc qui est utilisé aussi par l'État chinois pour leurs propres objectifs, même si c'est pas directement peut-être contrôlé par l'État chinois. Mais je pense que ce serait quand même une grosse erreur d'essayer de complètement déconnecter l'économie mondiale de l'économie chinoise, parce que ça va quand même au contraire du principe des davantage relatifs, davantage compétitifs, qui est très important. Si c'est moins cher de produire quelque chose en Chine, en général, mieux que ça soit produit en Chine qu'ailleurs. Donc, je pense que ce serait une erreur et en plus, essayer aussi de restreindre vraiment la Chine économiquement, ça peut amener à
à la montée d'agression extérieure de la Chine. Il y a des signes que ça se passe déjà. Par exemple, récemment, il y a un conflit un peu inquiétant entre l'Inde et la Chine, par exemple, sur la frontière. Donc, je regarderais plutôt, pour moi, sur le plus long terme, c'est la situation avec la Chine qui est la plus grande menace économique que les conséquences de la Covid. Mais tout est connecté dans le monde. On ne peut pas dire. C'est la difficulté de c'est très difficile et je ne veux pas cacher que c'est très difficile de prédire. Oui. Je on ne peut pas faire vraiment cet exercice en tant qu'économiste. C'est ça. Malheureusement, et on voudrait beaucoup trop nous donner de pouvoir les économistes, mais en réalité, oui. Plutôt à personne. Le pouvoir dans le sens où on espère que les économistes, comme vous comprenez l'économie, vous savez ce qui va se passer dans 2 ans. En fait, il y a tellement de paramètres, je dirais, voilà, donc qui s'interconnectent. On peut donner des pistes, voilà, comme tu fais, mais pas de vraie réponse, quoi, voilà. Après, ceux qui savent, ils vont jouer en bourse et puis ils vont gagner. Mais non, on n'est pas Madame Irma. Alors, je voudrais que tu puisses conclure cette interview. Voilà, maintenant ça fait plus d'1 heure. Et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou faire un résumé de ce que tu as dit, voilà, en 2 minutes. Je voudrais juste d'abord vous remercier de votre attention. J'espère que mon français n'était pas trop horrible. C'était plutôt compréhensible. Moi, je dirais que malgré tout ce qui s'est passé, il faut pas complètement perdre l'espoir et il faut continuer à essayer d'éduquer les gens. Et aussi, je pense, ce qui est encore plus important à mon avis, c'est essayer de créer pas une réalité alternative, mais des outils pour montrer aux gens qu'ils pourraient se coordonner, même pour gérer une épidémie, que les gens puissent se coordonner en dehors des mécanismes étatiques. Et voilà, c'est une des motivations pour moi, par exemple, pourquoi je suis très intéressé, pas juste parce que je travaille un peu dans le secteur de la blockchain, mais aussi parce que c'est un espace de coordination assez libre, parce que pour les États, c'est trop difficile à comprendre et c'est pas encore si important au niveau des chiffres, au niveau des capitales engagées et tout ça pour vraiment intervenir dedans. Donc voilà, ça crée l'opportunité pour créer beaucoup plus d'outils et pour rendre l'espace difficile pour les États pour complètement fermer ou pour marginaliser. Mais la blockchain, c'est juste une des aspects prometteurs. Il y a d'autres aspects qui pourraient amener à plus de liberté. Par exemple, récemment, il y a une bonne nouvelle. À Honduras, ils vont créer probablement le premier charter city, je sais pas comment dire en français. C'est une société d'enfants. Mais c'est non, charter. Regardez si vous voulez chercher en anglais, parce que je sais pas s'il y a même des sources d'informations en français qui existent. Ça s'appelle charter city, c'est comme charte. Si en gros une ville est gouvernée par une charte. Oui, d'accord. C'est une forme de paradis fiscal à l'intérieur d'un pays. Mais pas juste un paradis fiscal. Ouais, j'exagère. Il y a cet aspect, mais ça va beaucoup plus au-delà de ça. Et peut-être si c'est un succès, ce modèle sera adopté par beaucoup d'autres pays en voie de développement, et on verra les possibilités, par exemple, pour beaucoup d'entreprises, peut-être d'échapper des climats trop restrictifs et tout ça. Donc il y a des expériences, il y a pas mal d'expérimentations et aussi peut-être d'une manière plus indirecte, peut-être la recherche contre le vieillissement, s'il nous permet dans le futur de vivre beaucoup plus longtemps, ça aussi peut réduire l'inquiétude des gens par rapport à la vie. Peut-être ça peut amener à plus de liberté d'une façon plus indirecte. Mais il y a beaucoup de ce qui est prometteur dans le
dans le développement technologique. Mais bien sûr, la technologie garantit jamais plus de liberté. On peut voir ça en Chine, par exemple. En Chine, on adopte beaucoup de nouvelles technologies, mais ça devient pas plus libre à cause de ça pour l'instant, au moins. Voilà. Merci pour cette note positive. Et je vous remercie d'avoir suivi. On verra si on en fait d'autres, suivant les réactions. Mais c'est vrai que c'était, voilà, il y a eu beaucoup de participation. Donc, on va vous dire au revoir et on va vous laisser faire l'apéro. Et nous, puisqu'on est en Provence, on va faire une pétanque. Et je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.